ton bise. Réveille ton bise. Tin, tin, tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Salut Amélie. Salut Justine. Comment tu vas ? Bah écoute, ça va, tout va très bien. J'espère que toi aussi. Mais oui, je vais bien et je vais vraiment très bien puisque c'est la première fois qu'on échange presque pour de vrai, parce que ça fait un moment qu'on est à peu près dans les mêmes cercles, qu'on est au même endroit, qu'on fait appel à nous et jamais on avait pris le temps d'échanger vraiment. Donc voilà le prétexte du podcast. C'est fou. Mais je suis trop contente et déjà merci beaucoup pour l'invitation. Et c'est vrai que c'est fou qu'on se retrouve à l'initiative comme ça d'un podcast alors qu'on n'a encore jamais échangé ensemble. Mais c'est vrai, complètement fou. On a tellement de gens en commun en plus et on travaille au même endroit la plupart du temps, mais donc je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Donc je te connais quand même assez bien. Peut-être que mes auditeurs auditrices pas encore. Donc c'est le moment de te présenter, s'il te plaît. Ouais, ça marche. Eh ben écoute, moi je m'appelle Amélie Canan, je suis donc entrepreneur depuis 2018. Je suis juriste droit du travail de formation et moi j'ai l'habitude de me présenter un peu par le début de mon entrepreneuriat parce que j'ai un entrepreneuriat d'entrepreneuriat un peu atypique puisque j'ai démarré avec 4 associés. Voilà, donc notre objectif c'était de racheter des structures, de les développer en les structurant sur nos domaines de compétences et puis moi donc je structurais sur la partie juridique et RH et ensuite de trouver un repreneur pour reprendre la société et nous faire racheter nos parts. Donc moi j'ai commencé mon entrepreneuriat comme ça et aujourd'hui je ne fais plus du tout ça. Je me suis séparée de mes associés et j'accompagne les femmes entrepreneurs qui sont surchargées, donc qui se sentent sous l'eau, à passer un cap dans leur développement grâce à 3 leviers principaux qui sont la gestion du temps, la structuration d'entreprise et la délégation. Voilà. Waouh, parfait. Et on va aller tout de suite dans le vif du sujet, du coup, avec cette merveilleuse transition, puisque tu es là aujourd'hui pour nous donner des pistes et surtout tes meilleurs conseils pour pouvoir augmenter son chiffre d'affaires sans pour autant augmenter sa charge de travail. Je sais que c'est ton sujet favori, passion, chouchou de la vie. Donc, on va y aller. Et j'y vais avec une question brûlante. Quelles sont les erreurs courantes que font les entrepreneurs et entrepreneuses lorsqu'ils cherchent justement à augmenter leur chiffre d'affaires ? Oula, alors là, effectivement, vaste sujet. Souvent, quand on cherche à se développer et qu'on va prendre de plus en plus de clients, on ne réfléchit pas du tout à sa charge de travail. Donc, on va continuer à prendre un nombre de clients et on va arriver très rapidement à un cap, c'est-à-dire à un palier de croissance, puisque notre temps disponible ne va pas augmenter, notre temps disponible reste toujours le même, mais pourtant, on continue d'augmenter son nombre de clients. Donc, la première erreur, déjà, c'est de ne pas mettre en corrélation son temps disponible avec son augmentation de nombre de clients, c'est-à-dire de ne pas faire de travail sur son business model. Voilà, donc on va pouvoir passer par une augmentation de tarifs, ce genre de choses, mais sans vraiment reprendre cette notion de temps dans l'augmentation de son chiffre d'affaires. Je pense qu'aussi la deuxième erreur courante que tu as pu voir, c'est que bien souvent, alors oui, ils vont vouloir augmenter le nombre de clients, mais aussi jouer sur l'augmentation du tarif. Est-ce que c'est aussi un levier fondamental, indispensable et la meilleure des solutions ou pas du tout ? Non, alors on pense généralement que si on veut augmenter son chiffre d'affaires, donc on va avoir d'abord le premier levier, augmenter son nombre de clients, et le deuxième tout de suite c'est l'augmentation du tarif. Il n'y a pas que ça, c'est effectivement l'une des, on va dire erreurs, en tout cas on peut très vite arriver à un palier puisqu'on va pas pouvoir augmenter ses tarifs indéfiniment et on va donc arriver de nouveau à ce palier de croissance parce que l'augmentation de tarifs ne nous permet pas de augmenter nos chiffres d'affaires indéfiniment. Donc oui, Bien c'est sûr. clairement quelque chose que je vois régulièrement chez mes clientes.
Ce sont deux réflexes, on va dire, principaux qui peuvent finalement, une fois qu'on a atteint ce palier, en fait, ce plafond, qui devient du coup une erreur parce qu'on ne peut pas aller plus loin et on ne sait pas quoi faire. Et on est là, du coup, aujourd'hui, toi et moi, pour donner les meilleures solutions. Yes. Du coup, tu as soulevé la question du business model. Est-ce que c'est possible, en fait, de faire évoluer son business model ? Oui, alors oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est même recommandé de le faire un peu tous les ans. Enfin, moi, en tout cas, personnellement et même à mes clientes, ce que je fais, c'est qu'on revoit vraiment le business model tous les ans par rapport à son objectif de chiffre d'affaires, par rapport au chiffre d'affaires qu'on vise et par rapport à son temps disponible qui peut évoluer aussi. Je sais pas, une personne, une entrepreneur qui deviendrait maman va peut-être pas avoir le même temps disponible pour son business que lorsqu'elle n'était pas maman. Donc, tous les ans, on peut avoir des choses qui vont changer dans notre vie et qui vont impacter notre vie pro. Donc oui, revoir son business model, déjà, c'est primordial pour pouvoir l'ajuster en fonction de ses contraintes. Ok. Alors, avant de pouvoir le revoir, il faut peut-être comprendre ce que c'est un business model et est-ce qu'il y a une différence, est-ce qu'il y a plusieurs business models qui existent ? Ah oui, il y en a plein. Il y a autant de business models que d'entrepreneurs finalement, puisque qu'est-ce qu'on entend par business model? Business model, c'est un peu les offres qu'on propose, les tarifs qu'on met en place par rapport à ces offres. Donc il y a autant de possibilités de prestations de services, de vente de produits. Dans la prestation de services, il y a de multitudes de choses qu'on peut proposer. Donc oui, il y a des tas et des tas de business models possibles. Ok. Et comment est-ce qu'on voit et comment est-ce qu'on sent que c'est le moment de changer son business model ? Ouais. Alors déjà, je dirais le sens. Si jamais on s'épanouit pas, là, on va dire c'est la chose, on va dire la plus importante, c'est déjà si on se sent pas aligné avec ce qu'on propose. Bon, il y a peut-être quelque chose à revoir au niveau de son business model, des clients qu'on accompagne, des offres qu'on peut proposer ou même des tarifs qu'on propose. La deuxième chose, c'est quand on atteint ce fameux palier de croissance, qu'on a l'impression qu'on manque de temps, qu'on n'arrive plus à se développer autant qu'on voudrait. Là, c'est aussi un indicateur pour changer de business model. Ok, par quoi on commence du coup pour le faire évoluer ? Ouais, alors il y a plein de choses qu'on peut prendre en compte. Moi, comme je dis, tous les ans, voilà, l'idée c'est de regarder un peu son chiffre d'affaires qu'on veut atteindre, le temps qu'on a de dispo et de passer un peu au crible les offres et les tarifs qu'on a en ce moment. De pouvoir regarder si tout est en lien et de regarder si est-ce que je peux atteindre matériellement mon chiffre d'affaires avec mon temps dispo et avec le business model que j'ai à ma disposition. Une fois les calculs sont pas très compliqués, hein, c'est d'aller regarder vraiment, de mettre en lien. J'ai tant de temps disponible, donc je peux vendre tant d'offres et je vais regarder si je peux matériellement atteindre mon objectif de chiffre d'affaires. Un point qui est également crucial, c'est-à-dire que si vous travaillez 35 heures par semaine, évidemment, on va pas faire le calcul sur 35 heures par semaine au niveau du temps dispo, puisqu'on est toutes des entrepreneurs chefs d'entreprise, donc on n'a pas que ses clients à s'occuper, et ce serait une erreur, là, pour le coup, d'aller analyser son business model et la possibilité d'atteindre son objectif de chiffre d'affaires avec ces 35 heures. Moi, je conseille, si vous êtes solo, pas si vous êtes en équipe, de travailler maximum 3 jours sur de l'opérationnel client et de laisser les 2 autres jours pour de l'opérationnel, ce que moi j'appelle non monétisable, ou pour de la stratégie. Donc on est déjà sur, si on fait 35 heures de travail, 21 heures de temps monétisable seulement. Donc ça, c'est les premiers éléments, vraiment d'aller regarder un peu la répartition de son temps, d'aller regarder son objectif de chiffre d'affaires et d'aller décomposer son offre dans son intégralité. Donc c'est-à-dire pas seulement la prestation de service en elle-même. Je vais prendre un exemple pour que ce soit plus concret. Si vous faites du coaching, dans votre coaching, vous n'allez pas prendre uniquement le temps passé sur l'heure de coaching. Vous allez prendre vraiment aussi tous les temps annexes. Donc les temps de discussion avec votre client, les comptes rendus que vous faites, la préparation de la séance. Et tout ce temps-là, on va le prendre en compte dans son opérationnel monétisable pour voir finalement son taux horaire un peu fictif et regarder si c'est possible d'atteindre son objectif de chiffre d'affaires. Totalement. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on a fait cet état des lieux que j'imagine que là, on peut aussi jouer sur le tarif puisqu'on va pouvoir vraiment se rendre compte au temps passé et au tarif que l'on applique si on est rentable et si on a une marge bénéficiaire. Ouais, complètement. Et j'ai l'habitude aussi de dire qu'il faut faire attention avec ce mot rentabilité et ce qu'on y met derrière.
parce qu'il y a plein de choses. On peut être rentable, c'est-à-dire gagner de l'argent, vraiment, avoir un delta, donc comme tu dis, être bénéficiaire sur l'opération, c'est la marge commerciale. Donc c'est un peu, ok, je vends telle offre, j'ai telle dépense, ça passe, je suis bénéficiaire, je suis rentable. Oui, mais est-ce que tu es rentable par rapport au temps passé? Et là, c'est un deuxième niveau encore. La rentabilité au temps passé, c'est effectivement, est-ce que par rapport à mon temps de dispo, je peux effectivement atteindre cet objectif de chiffre d'affaires? Et là, souvent, on se rend compte, en fait, par rapport à mon temps que j'y passe, déjà, il est souvent plus important que ce qu'on pense au départ. Et ça passe pas. Ça passe pas. On est en train de s'épuiser à essayer d'atteindre un chiffre d'affaires qui n'est pas atteignable avec le business model qu'on a à notre disposition. Il y a une sorte aussi de croyance que pour augmenter son chiffre d'affaires, on est forcément obligé de passer par de la formation en ligne, vendre de la formation en ligne. Je te laisse débattre. C'est fou ça. Je pense que c'est parce qu'on a été, on est bercé aussi un peu par tout ce qui se passe sur les réseaux, des gens qui justement mettent en avant ce business model-là de la formation en ligne. La formation en ligne n'est clairement pas le seul levier pour pouvoir augmenter son chiffre d'affaires. Par contre, ce qui peut être intéressant derrière le business model de la formation en ligne, c'est de décorréler un tout petit peu son temps passé de son chiffre d'affaires. C'est-à-dire notamment de ne plus facturer à l'heure. Ça, par exemple, quand vous facturez à l'heure, vous êtes très cadré en termes de temps passé. Temps passé égale facturation. Déjà, quand on commence à facturer ne serait-ce que ses prestations au résultat, on est déjà finalement dans une décorrélation de son temps passé versus son chiffre d'affaires. C'est un peu le même... en tout cas, une similitude avec la formation en ligne, parce qu'il faut pas croire que formation en ligne, déjà, on n'a rien à faire. Les revenus passifs, ça n'existe pas. Mais le modèle de la formation en ligne, ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette décorrélation. Mais on peut la retrouver dans d'autres types de prestats. Complètement. Et ce que j'ai envie de préciser aussi au niveau de la formation en ligne, ce qui est intéressant en fait, c'est que ça permet aussi de processiser votre méthodologie et de pouvoir en fait arrêter de répéter à chaque fois les mêmes choses, mais de pouvoir délivrer en fait la méthode, la solution qui a été demandée maintes fois. Et du coup, vous gagnez du temps dessus. Vous faites une fois pour plein de personnes. Mais effectivement, comme tu l'as dit, ce n'est pas passif de chez passif. Non, carrément. Et là, on donne un point qui est important aussi pour augmenter son chiffre d'affaires tout en réduisant ou en ne pas augmentant, en tout cas, sa charge de travail. C'est comment je vais faire pour gagner du temps sur ma presta en elle-même. Oui. Donc, sur ma presta en elle-même, plus on va la processer, plus on va la structurer, plus on va gagner du temps et donc prendre peut-être plus de clients et donc augmenter son chiffre d'affaires sans avoir une charge de travail qui va augmenter. Donc, c'est hyper important de processer ses offres pour aller regarder à l'intérieur, là où on pourra gagner du temps. Comme tu dis, si on répète toujours la même chose, pourquoi on ferait pas une petite boîte à outils, par exemple, à disposition de sa cliente, même quand on fait de l'individuel, et dire, voilà, tu vas commencer par ça, regarder toutes ces petites choses-là, et puis on commencera la séance de coaching après. Là, on est déjà dans du gain de temps. On a capitalisé sur nos accompagnements en mettant en place cette petite boîte à outils qui tourne toute seule. Et nous, on va vraiment capitaliser sur notre valeur ajoutée, qui est notre séance de coaching. On va prendre vraiment un exemple. Complètement. Depuis le début de l'épisode, on parle vraiment de prestations et je tiens à préciser que les prestataires de services purs et durs qui vendent leur temps peuvent aussi en fait augmenter leur chiffre d'affaires sans augmenter leur charge de travail en mettant en place des choses entre guillemets assez simples comme ça. Ah, complètement. Ce n'est pas uniquement de la vente de produits. En fait, c'est valable pour tout le monde. Peu importe le business model de départ, que vous fassiez de l'individuel, vous pouvez passer au collectif, que vous fassiez du collectif, vous pouvez aller diminuer le temps passé sur vos prestats. Vous pouvez effectivement, si vous avez envie de faire de la formation, vous pouvez faire de la formation. Vous pouvez augmenter vos tarifs si jamais vous avez envie d'augmenter vos tarifs. C'est parce que vous trouvez que vous avez capitaliser sur ce que vous faites, vous avez monté en expérience et donc vous pouvez aussi avoir des résultats plus importants vis-à-vis de vos clients. Vous pouvez aussi passer par une phase de délégation. Et là, dans ce cas-là, le chiffre d'affaires ne repose plus uniquement sur vous, mais peut reposer aussi sur d'autres personnes. Il y a énormément de leviers, mais peu importe le business model de départ.
Complètement. Avant de parler délégation, parce que ça aussi c'est un sujet brûlant, j'aimerais qu'on s'arrête aussi encore un tout petit peu sur l'étape process, parce qu'on a parlé des process à l'intérieur même de ces offres, mais pas que, parce qu'on fait plein de choses et on fait souvent plein de fois les mêmes choses. Là aussi, on peut mettre en place ses propres process qui vont permettre de gagner du temps. Comment est-ce que tu pourrais aider nos auditeurs et nos auditrices du coup à passer ce step et par quoi commencer en termes de process ? C'est intéressant. Déjà, en préambule, je voudrais dire que ce n'est pas que pour les personnes qui travaillent en équipe de processer, ce n'est pas que pour des entrepreneurs avancés. Au contraire, plus vous les commencez tôt, vos process, et mieux c'est. Un process, ça permet de gagner du temps, mais aussi d'être vraiment à fond dans l'amélioration continue, parce que vous allez avoir une trace écrite de ce que vous faites, et notamment des choses que vous faites de manière répétée. Alors, par quoi commencer ? Moi, je dis toujours de reprendre un peu son système d'entreprise. Alors, c'est ma manière de fonctionner. Je vais l'expliquer un petit peu. Le système d'entreprise est composé de 5 piliers dans son business et on en a tout un qui va être différent. Donc, on a d'abord des piliers de visibilité, donc comment on se fait connaître. Ensuite, on a la création de la relation, donc comment on démontre son expertise et comment on instaure ce lien de confiance. Ensuite, on a la conversion, donc comment notre prospect passe à l'achat chez nous, dans notre entreprise, la livraison, donc la relation client, la livraison de son service, et enfin la fidélisation, la sortie de la prestation. Pour chaque pilier, vous allez avoir des manières de fonctionner différentes. Exemple, quels sont mes piliers de visibilité chez moi, là, dans mon business ? Moi, c'est Instagram, LinkedIn et mon podcast. C'est comme ça que je me rends visible. Instagram, LinkedIn et le podcast, déjà, ça me donne des idées de... je vais devoir créer des process pour Instagram, des process pour LinkedIn et des process pour mon podcast. Sur la relation, on va avoir tout ce qui peut être newsletter ou création de masterclass ou des choses comme ça. Idem, on va avoir des process qui vont générer là-dessus. Sur la livraison, c'est tous les process de nos offres et de la livraison de notre offre. Notre process commercial entre deux pour la conversion. Donc, est-ce que vous avez un appel découverte ? Est-ce que vous faites des rendez-vous physiques, des rendez-vous téléphoniques ? Combien de temps ça dure ? Comment les gens y passent au paiement ? Est-ce que vous faites une proposition commerciale, un devis, un contrat, toutes ces choses-là ? Et enfin, la fidélisation, en sortie de Presta, est-ce que vous avez autre chose à proposer à votre client ? Est-ce que vous récoltez leur avis, etc. Donc vraiment, le fait d'avoir ce système d'entreprise un peu décortiqué nous donne déjà des indications sur les process qu'on va pouvoir être amené à créer sur chaque pilier. Et on va aussi un petit peu vulgariser ce mot process qui peut souvent faire peur en disant mais comment je fais un process ? C'est tout simplement un mode d'emploi un peu plus clair que celui qu'on a dans Ikea quand on achète un meuble parce que des fois c'est un peu compliqué. C'est juste en fait ce que vous faites de A à Z sur la tâche donnée, tout simplement. Carrément, c'est la description, la liste des tâches, c'est un peu la to-do des choses à ne pas oublier. Et il y a vraiment pas de tâches ridicules. C'est-à-dire que, par exemple, si vous renommez le fichier d'une telle manière dans votre Drive, c'est une tâche de votre process. Du coup, ce qu'on a vu, si on résume un petit peu les premiers leviers, donc le tout premier, c'est déjà l'analyse de l'existant d'un point de vue temps, mais aussi d'un point de vue finance, décortiquer du coup ses offres et ajuster son business model. Déjà, ça, c'est le premier levier de départ. Ensuite, il y a ce qu'on peut processer. Processer. Je sais pas pourquoi je disais processiser. Ouais, c'était plus naturel pour moi. Processiser. Aucune idée. Que les deux se disent. Je ne sais pas. Bon, comment on fait ces process, voilà. Du coup, mettre en place ces premiers process au fur et à mesure. Alors, pareil, c'est quand même un bon petit chantier parce que vous faites plein de choses. Ça doit du coup avoir du temps dédié et être inscrit quelque part. Et étape par étape, ne prenez pas ça comme un gros gâteau, genre wedding cake, méga sucré et indigeste. Coupez-le en petites parties, faites-le petit à petit à chaque fois que vous faites cette tâche, en fait, tout simplement. Ouais, exactement. Ouais, pour préciser ce que tu dis, moi je dis faites la liste des process que vous aimeriez créer. Et puis, le plus simple à faire, c'est le faire au fur et à mesure. Tiens, là, je suis en train de créer mon post sur Instagram. Pourquoi je ne créerais pas en même temps mon process Instagram ? Ça va vous prendre 5 minutes de plus par rapport à la tâche en question. Et c'est une bonne manière aussi de commencer ces process à créer. C'est ça. Et on ne parle pas encore d'automatisation. Ça, c'est l'étape plus loin, plus tard, quand on a envie en fait de mettre un peu de saupoudrer un peu de technique avec des outils d'automatisation, mais c'est clairement pas obligatoire. Ça arrive un peu plus tard. Là aussi, pareil, on se lâche la grappe dessus. On n'est pas obligé d'automatiser tout de suite, quoi.
C'est clair. Pour moi, ça rentre aussi dans la phase où je disais tout à l'heure, les process, c'est bien, ça permet de gagner du temps et ça permet de favoriser l'amélioration continue. Mhm. Bon, l'automatisation est une brique de votre amélioration continue. Si plus tard, vous avez envie de vous rendre compte que cette tâche-là que vous faites très régulièrement, elle pourrait être déléguée à un outil. C'est ça. Mais déjà, de l'expérimenter aussi, c'est bien de le faire manuellement pour voir un peu ce que ça génère comme temps. Complètement. Le levier aussi que je voulais que nous voyions ensemble, c'est le levier délégation. Alors, il y a plusieurs types de délégation, comme tu l'as dit, déléguer à un outil qui peut faire le taf, mais aussi déléguer des choses à des personnes. On peut déléguer sur des tâches qu'on ne veut plus faire, mais on peut aussi déléguer des choses au sein même de ses propres accompagnements, comme toi tu fais aussi dans l'Académie du Temps. Est-ce qu'il y a une sorte d'ordre par quoi on commence pour déléguer? Qu'est-ce qu'on regarde avant de commencer à déléguer? Ouais, déjà, on part de soi. La première chose que je dis, c'est quel est le rôle que tu as envie déjà d'occuper dans ta propre boîte. Parce que ça va nous permettre de savoir quelles sont tes forces à toi en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, mais également quelle est ta zone de génie, puisque ta zone de génie, donc c'est les tâches que tu fais de manière excellente et qui te donnent de l'énergie. Ça, ce sont une zone que tu ne vas absolument pas déléguer. Donc ça part un peu de la connaissance de soi, de moi j'ai envie d'avoir tel et tel rôle dans mon entreprise et c'est propre à chacun. Il y en a qui vont dire je sais pas, dans 5 ans je me vois bien complètement dégagée de l'opérationnel. Et il y en a d'autres qui disent j'adore accompagner mes clients, je veux garder un pied là-dedans. Ça, il faut que tu saches ce que tu as envie de faire. Une fois que tu es au clair là-dessus, d'être au clair sur tes objectifs. Pourquoi je veux déléguer en ce moment? Est-ce que c'est parce que je veux augmenter mon chiffre d'affaires? Est-ce que c'est parce que je me sens pas bonne dans un domaine et je voudrais aller chercher une expertise? Ou est-ce que je voudrais gagner du temps? Et même si on peut cumuler 1, 2 ou 3 de ces objectifs, il y en a toujours un qui est prioritaire. Si tu veux augmenter ton chiffre d'affaires mais qu'il te manque du temps pour développer ton chiffre d'affaires, évidemment, ta priorité numéro 1 en délégation, c'est pas augmenter ton chiffre d'affaires, c'est donc gagner du temps pour pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires. Donc, 1, être clair sur son rôle qu'on a envie d'occuper. 2, être au clair sur ses objectifs. Et 3, décortiquer un petit peu son temps pour voir ce qu'on fait, en fait, nos différentes tâches en tant qu'entrepreneur et de les décomposer un peu dans la grille classique de zone de génie, zone d'excellence, zone de compétence et zone d'incompétence. Et l'idée, c'est de commencer par la zone d'incompétence pour remonter progressivement vers la zone d'excellence et garder sa zone de génie pour soi. Ça, c'est un petit peu le schéma classique de comment on fait pour choisir en priorité les tâches qu'on va déléguer. C'est un peu un croisement entre zone d'incompétence, zone de compétence et ses objectifs. Chiffre d'affaires, expertise ou temps. Ce qui permet aussi de faire une petite parenthèse sur parfois on délègue et des fois le ROI n'est pas financier. Le ROI est gain de temps. Carrément. Ça, c'est une mauvaise préparation de sa délégation. Alors, je sais que ça peut être culpabilisant quand je dis ça, et alors qu'au contraire, moi, je trouve ça responsabilisant et pas culpabilisant. S'il y a eu un échec dans la délégation, qu'on trouve qu'il n'y a pas eu un ROI très cool en termes de finances ou en termes de temps, 80% des échecs de collaboration proviennent de la responsabilité du recruteur. Donc, non, c'est pas culpabilisant, ça veut dire que tu peux changer les choses et tu peux améliorer les choses pour les prochaines fois. Voilà, sans dire, je vais plus déléguer parce que ça s'est mal passé. Non, il veut dire qu'il faut trouver pourquoi ça n'a pas fonctionné et ce qu'on a amélioré. Il y a des gens qui délèguent trop tôt aussi et qui font que justement le ROI financier n'est pas là parce que le business model n'est déjà pas rentable. Donc on l'a vu un petit peu sur quand on parlait de rentabilité et de business model, d'abord agir sur son business model en tant que solo et ensuite de passer à la phase de délégation. Et donc ça c'est pour l'aspect finance et pour l'aspect temps gagné. Déjà il faut avoir conscience que la délégation c'est un investissement. Donc, c'est sûr qu'au début, si vous y passiez 6 heures, vous, de votre côté, vous n'allez pas gagner 6 heures. Parce que vous allez avoir du temps de formation. Deuxièmement, oui, vous n'allez pas non plus gagner 6 heures sur la durée, puisque vous allez avoir du temps de gestion de projet, de management, que vous n'aviez pas avant quand vous le faisiez tout seul. Donc, 6 heures de temps n'est pas égal à 6 heures de temps gagné. Et enfin, la personne, elle est différente de vous. Donc forcément, même si vous passiez 6 heures de temps là-dessus, peut-être que la personne, elle va en passer 4, 5, 8, ça on ne sait pas. Il faut avoir aussi suffisamment confiance à la collaboration qu'on est en train de construire pour laisser la possibilité à la personne de faire différemment de vous.
Complètement. Merci pour toutes ces précisions. Je trouvais que c'était aussi important et que tu rappelles que parfois, effectivement, on peut déléguer les choses trop tôt, trop vite parce que on est influencé par l'Instagame. Ou je sais pas si tu te souviens, mais passé un temps, il y avait un peu ce truc de fame de il faut absolument avoir une OBM, une office manager, quelqu'un, un bras droit, un cerveau gauche, n'importe quoi. Et sinon, effectivement, on n'avait pas réussi. Donc, il fallait faire 100K annuels minimum et avoir une OBM. Enfin, coup de pression énormissime. Et en fait, ça a influencé à la fois positivement des personnes qui se sont dit « Ok, c'est le moment pour moi, je peux y aller », mais aussi négativement des personnes qui, en fait, n'ont pas structuré avant, n'ont pas solidifié les bases, ce qu'on vient d'aborder, du coup, et sont allés trop tôt vers la délégation au point où, du coup, on a retrouvé des entrepreneuses en souffrance parce qu'ils n'avaient pas la position de chef d'entreprise, parce que les finances peut-être n'étaient pas suffisamment solides, le business model non plus, et qu'il n'y avait pas, du coup, ce switch avec la casquette de « je deviens aussi manager ». Ah, carrément. Et puis, on a trop tendance à se centrer sur la vision des autres. Ah, bah, c'est ça la vision de la réussite. Puisque elle réussit de cette manière-là, elle a une équipe, etc. Donc, moi, je vais aller dans cette voie-là, sans se poser la question de, déjà, est-ce qu'on a envie de travailler en équipe? Tout le monde n'a pas envie d'être dans un développement exponentiel. Ouais. Tout le monde, moi, j'aime pas mettre un chiffre à une ambition. Une ambition n'a pas de chiffre. Une ambition, ça peut être une maman qui a envie de travailler 15 heures par semaine dans son business, qui a envie de faire 30K à l'année et profiter de ses enfants. Et ben, elle est tout aussi ambitieuse que quelqu'un qui a envie de faire 1 million de chiffre d'affaires et avoir une équipe de 15 personnes avec elle. L'un n'est pas en contradiction avec l'autre. Tout le monde a ses ambitions. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que au niveau des équipes, tout le monde a envie de gonfler son équipe. Ah, moi j'ai 15 personnes avec moi, alors qu'en fait c'est 15 freelances qui travaillent 3 heures par semaine. Bon, ouais, genre il y a une espèce de la réussite est calée sur le nombre de personnes que tu as dans ton équipe, alors que tellement pas. C'est ça. À titre d'exemple, aujourd'hui, j'ai Camille, Aglaé et Cathy. Et genre, Cathy, c'est juste ma RH fiche de paye. C'est tout. Et donc, dans mon temps à moi et dans son temps à elle, c'est 1 heure par mois. Ouais. Je pourrais la compter dans mon équipe, mais en réalité, elle n'est pas symbole de ma réussite. Elle est juste sur une tâche opérationnelle qui n'est pas mon métier. Exactement. Bon, c'est difficile de dire qui est-ce que je compte dans mon équipe. Est-ce qu'une équipe, c'est forcément une équipe salariée? Parce que c'est pareil, il y a aussi beaucoup de choses à propos de ça où on se dit la délégation, mais moi, j'ai pas les moyens pour prendre un salarié. Non, mais on peut travailler avec un freelance. Donc, il y a plein de manières de déléguer qui va correspondre à sa vision aussi, à son budget, à ses objectifs. Donc, c'est pas forcément une équipe salariée, mais à quel moment on dit elle est dans mon équipe, elle est pas dans mon équipe, elle est juste prestataire. En fait, arrêtons de nous prendre le chou sur le nombre de personnes dans notre équipe. Ça, j'ai l'impression que c'est plus de l'ego. Tu vois, on est en train d'exposer un peu. Il y a 20 personnes dans mon équipe, il y a 3 personnes dans mon équipe. C'est ça, complètement d'accord. Complètement d'accord. On a vu plein de choses, mais est-ce que, par exemple, il y aurait d'autres leviers, selon toi, fondamentaux, pour pouvoir, du coup, encore une fois, je le rappelle, augmenter son chiffre d'affaires sans augmenter sa charge de travail? Parce qu'on a déjà balayé large, mais peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas, passé au laser. J'ai l'impression qu'on a quand même abordé pas mal des leviers pour pouvoir les récapituler, peut-être pour avoir une synthèse. On a effectivement l'augmentation des tarifs. On a la diminution du temps passé sur ces offres ou sur le reste, donc c'est de la structuration. On a les changements de business model, donc où on va décorréler son temps passé de son chiffre d'affaires. Et on a vu, il n'y avait pas que la formation en ligne, il y a plein d'autres choses qu'on peut être amené à comment faire pour décorréler, passer de l'individuel au collectif, passer de la facturation à l'heure à la facturation au résultat. Tout ça, ce sont des éléments où on est en train de changer de business model également. Et enfin, la délégation pour aussi continuer d'augmenter son chiffre, mais sans y passer plus de temps. Oui. Ouais. Et ce qu'on n'a pas abordé, c'est comment est-ce qu'on surveille tout ça? Le super tableau de bord financier et le super tableau de bord des KPI. Carrément. Primordial. Comment on peut piloter un business, prendre des décisions stratégiques, savoir quand est-ce qu'il faut changer de business model, est-ce qu'on est performant là-dessus, les résultats que nous amène telle et telle chose. Si on n'a aucun tableau de pilotage financier et aucun tableau de KPI, ce n'est pas possible. Par contre, un élément important, c'est viser la simplicité quand même.
et le minimalisme dans les KPI. Parce que j'ai déjà vu des business où vraiment il y avait une multitude de KPI qu'on n'a plus envie de suivre tellement c'est complexe et qui nous servent pas en fait. Donc c'est par exemple sur les réseaux sociaux, est-ce qu'un nombre d'abonnés est vraiment un KPI qui est intéressant? Honnêtement pour moi non. Quel est ton objectif avec ton réseau social? C'est peut-être de convertir en appel. Et dans ce cas-là, c'est peut-être le nombre d'appels décrochés via Instagram plutôt que le nombre d'abonnés, par exemple. Et aussi, j'aimerais pointer la simplicité de l'outil. Il y a beaucoup de FOMO à travers des outils, notamment sur Notion. Et j'en ai moi-même fait l'expérience où au départ, j'avais quelque chose qui me permettait de suivre mes finances sur Notion. Mais en fait, c'était genre juste une tannée. Parce que les formules ne sont pas si simples que ça pour pouvoir calculer quoi que ce soit. Et qu'en fait, un bon vieux Google Sheet, genre Excel, fait parfaitement le taf. Donc des fois, arrêtons même de penser que l'outil va nous permettre de mieux piloter. En fait, non. La simplicité de l'outil, parce que on sait l'utiliser un peu plus naturellement, parce que c'est plus simple sur la mise en place et sur l'analyse, mais c'est ça qu'on recherche en fait. Mais merci Justine. J'utilise aussi Notion, mais en fait, j'en ai marre un peu de voir à droite, à gauche que Notion est l'outil miracle parce que c'est pas un outil miracle du tout. Et il y a effectivement des choses qui ne sont pas du tout simples à gérer avec Notion, notamment un tableau de bord financier. Alors oui, un calcul de chiffre d'affaires, ça va le faire avec Notion. Mais quand on commence à être dans des analyses de renta, des trucs comme ça, mon vieux Google Sheet, je suis d'accord, fera bien mieux l'affaire. Donc prenez-vous plutôt la tête sur vos besoins. Et ensuite, trouver l'outil adapté plutôt que de vous dire il faut absolument que j'aille sur Notion ou sur tel outil et ne pas multiplier aussi le nombre d'outils. C'est ça, complètement. C'est te dire à quel point c'était hyper compliqué pour moi de suivre les finances. C'est que à l'époque où je travaillais avec Julie, qui était mon alternante du coup au BM à ce moment-là, j'avais demandé qu'elle me fasse une vue sur Notion de traduction de ce qui se passait sur les tableaux de bord financiers. C'est-à-dire que j'étais incapable de comprendre ce qui se passait réellement dans la thune de mon entreprise, quoi. Et j'étais là genre, mais alors, je suis dyscalculique, donc j'avais aussi besoin un peu de cette traduction, mais tout était super compliqué. Et depuis que j'ai tout basculé sur mon Google Sheet que j'ai construit, selon moi, mon fonctionnement, mon besoin de cerveau aussi, ben c'est bon, c'est une lecture simple, sans angoisse, aux couleurs de mon entreprise avec ma typo, parce qu'on peut aussi faire des trucs jolis sur Google Sheets, et puis ça va de ouf, ça fait le taf. Ouais, ça doit être simple. Plus un business est compliqué, plus on a du mal aussi à remonter à l'origine du problème quand on a un problème. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui ne veulent pas se pencher sur les chiffres parce que ils ont l'impression que ça va être compliqué, que ça va être l'usine à gaz, que c'est... Non, au contraire, si c'est complexe, ça veut dire que c'est pas adapté à ses besoins. Alors, il y a des personnes, on voit leur tableau, on se dit, oulala, ça a l'air complexe, mais ça lui correspond. Donc, c'est vraiment trouver quelque chose qui nous correspond et quelque chose qui soit au service de notre business et pour qu'on puisse le piloter sereinement sans avoir peur des chiffres, sans avoir peur que ce soit compliqué. C'est ça. Donc maintenant, dans mon Notion, il y a un lien cliquable pour aller sur le suivi financier qui amène à Google Sheet. Et c'est parfait. C'est parfait. Et pareil pour le tableau de bord des KPI, c'est bon, c'est parfait. En fait. J'ai la même chose que toi. Tout est... j'ai mes process sur Notion et j'ai parce que dans les process, je vais avoir les étapes et je vais avoir aussi les ressources. Et dans les ressources, des fois, c'est des tableaux Google Sheet qui sont dans mon Drive et c'est tout à fait OK. L'important, c'est d'avoir des choses qui soient quand même assez centralisées pour que vous puissiez retrouver assez simplement, assez facilement les infos. Et voilà, ça va très bien. C'est ça. Je pense qu'on a soulagé 1,5 milliard personnes qui pensent qu'il faut absolument avoir un Notion de folie ou un ClickUp de folie ou je ne sais quoi de folie, un CRM de ouf et tout. Non, en fait, soyons simples et faut que ça corresponde à ces besoins-là du moment et qu'on puisse évoluer avec. Ouais, et moi je dirais même que vous pouvez perdre encore plus de temps si vous êtes des gens qui souhaitent justement vous gagner du temps. Le fait de construire un Notion de compétition avec des magnifiques couleurs, plein de tableaux dans tous les sens, plein d'automatisation, le temps que vous construisiez ça, vous ne faites pas autre chose. C'est ça. J'ai des clientes qui, par exemple, passent 2-3 heures sur Notion par semaine. C'est pas normal. Un Notion, un outil, c'est au service. C'est à notre service. Et c'est pas une contrainte ou c'est pas une tâche. La gestion de l'outil ne doit pas être une tâche. Donc, faites attention quand même à la personnalisation, à bien vous centrer sur vos besoins et à construire quelque chose de simple qui ne génère pas un temps fou derrière. Complètement d'accord. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose ?
Écoute, là, il n'y a rien qui me Ouais. vient. Non, il n'y a rien qui me vient là. Ok. De toute façon, toutes les informations pour te retrouver seront en description de cet épisode parce que tu proposes du contenu full valeur et aussi des accompagnements full valeur. Donc, pour toutes les personnes qui se sentent concernées aujourd'hui avec ce qu'on vient d'aborder, feel free d'aller voir Amélie. Yes. Merci pour cet épisode de podcast méga riche. J'espère que des business models vont être changés. J'espère que des tableaux de bord financiers vont être créés, des tableaux de bord de KPI. Bref, qu'on a secoué en fait un peu des business, évidemment, bienveillance. Mais qu'en tout cas, grâce à tes conseils qui sont hyper actionnables, il y aura des vrais passages à l'action et des business heureux. Trop hâte de voir ça en tout cas. Ouais, et ben dites-le nous justement après avoir écouté cet épisode de podcast. Venez nous le dire sur Instagram. De toute façon, l'Instagram d'Amélie est en description de l'épisode, le mien également. On veut avoir vos nouvelles. Merci beaucoup Amélie, tu reviens évidemment quand tu veux dans le podcast nous apporter encore tous tes conseils et puis ce sourire que j'ai eu la chance de voir. Merci à toi Justine, c'était vraiment trop cool et ouais, j'espère vraiment que ça vous aura apporté le maximum de valeur. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Bye bye. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!